Bonjour à toutes et à tous, ça marche? Ouais. Bon. Pour ceux qui ont engagé Paris, je mets le chronomètre. Alors, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler un petit peu de RGA aujourd'hui, et puis on va en profiter aussi, surtout pour mettre les bons mots, parce que pour qu'on se comprenne tous, les uns et les autres, qu'on soit géotechnicien, expert, assureur, il faut qu'on ait le même vocabulaire. Donc l'idée, c'est de faire un petit point. Ça marche? Non, ça marche pas. Ça marche pas. Alors ça, j'y suis au clavier, mais... C'est bizarre, ça. Ouais, c'est bon? C'est bon, ça marche. Donc, une petite introduction pour déconstruire une idée reçue, parce qu'on a tous appris des choses à l'école, et l'idée, c'est de remettre de temps en temps en ligne et en perspective ce qu'on a appris à l'école. Le RGA, mais pas que, parce qu'on verra qu'il y a deux autres phénomènes qui passent complètement dessous des radars et qu'on mélange, que les géotechniciens et les experts mélangent avec le RGA. Les 5 pathologies à diagnostiquer, puisque c'est ça le fond de la question. Et on reviendra peut-être sur des mots importants que sont aggravant, déterminant, encastrement, ancrage. Ça fait un gros programme, hein, donc on ne va pas tout faire, on essaiera d'avoir un certain nombre. Et la question, c'est de savoir s'il y a un vaccin contre le RGA, et si ce vaccin existe et fonctionne aussi bien en remédiation, c'est-à-dire après sinistre, et en prévention pour le neuf, et en prévention pour les 10 millions de maisons qui sont à protéger. Voilà pour le programme. Donc on va aller vite. Sinistre de première génération, l'objectif c'est d'éviter ça, hein, tant qu'à faire. Si on peut avoir des règles de construction qui peuvent éviter ça, alors on verra que c'est pas tellement par rapport aux termes de construction qu'il faut voir, mais c'est par rapport à l'environnement. Je suis un peu écolo quand on parle de retrait en forme des argiles, je vous expliquerai pourquoi. Donc c'est pour éviter ça, mais c'est aussi pour éviter ça. Donc dans la spécialité de la spécialité, moi ce que j'aime c'est les sinistres de deuxième génération, et j'ai une petite spécialité là-dessus, c'est-à-dire quand ça a été réparé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, voilà. On dit halte au feu, on arrête. Donc là, vous avez en bas à gauche un angle d'une maison dans le Pays Basque, avec un encastrement de 1m70, 70 à 1m80. Donc aujourd'hui, la tendance, hein, c'est dans les G2 de conception, c'est d'avoir des encastrements au-delà, de préconiser des encastrements au-delà d'1m20. Le problème, c'est que ces encastrements de plus d'1m20, ça crée des sinistres. Je vous montrerai pourquoi. Mais pourtant, c'est dans toutes les règles réglementaires, c'est la loi Elan qui nous dit 80 et 120. Les photos du milieu, on passe la main sous les cloisons, donc il se passe quelque chose au niveau du dallage. On a réparé la périmétrie, mais le dallage, on n'a pas traité les causes du retrait gonflement des argiles. Donc comme on n'a pas traité les causes, ça continue. Et puis la photo d'en bas, vous avez l'empreinte du micropieux qui passe à travers le dallage. Et la photo de droite, on va y revenir un petit peu après, c'est quand vous avez le dallage qui continue à respirer malgré les injections. Alors, le terme d'aggravant, on le voit écrit partout. Dans les rapports d'expertise, dans les rapports géotechniques, le terme d'aggravant, c'est un terme juridique. Ce terme juridique, il est à rapprocher du caractère déterminant de la sécheresse. L125.1 du Code des assurances. Donc, si on doit commencer par le commencement, et si je veux que vous reteniez, je commence par ça. Il faut arrêter d'expliquer que la succion de la végétation, une arrivée d'eau accidentelle, c'est un facteur aggravant. Comme l'a dit Sophie tout à l'heure, on parle de facteurs de prédisposition, de facteurs de sinistrants et de facteurs amplificateurs. Je reviendrai là-dessus. L'idée, c'est d'arrêter d'utiliser ce mauvais terme parce que personne n'y comprend rien avec ce qualificatif. Autre facteur aggravant, revenons 2 minutes sur notre carrelage et notre dallage qui bouge et qui respire entre l'été et l'hiver. Le géotechnicien qui a fait la G5, l'expert qui a la vision globale, on va dire, du dossier sinistre, il a qualifié de facteur aggravant la succion de la végétation et l'arrivée d'eau accidentelle. Or, on a de la pente, et à partir du moment où on a de la pente, on a du ruissellement, on reviendra 2 secondes là-dessus.
Et le triptyque classique que l'on a appris à l'école ou ailleurs, c'est que vous avez de l'argile est argileuse, on fait une étude de sol pour savoir si l'argile est argileuse, et puis ça s'arrête là. Et puis à partir du moment où l'argile est argileuse, c'est de la sécheresse, systématiquement. Et pour les maisons de moins de 10 ans, souvent, régulièrement, que ce soit moins de 10 ans, plus de 10 ans, on s'arrête là et on ne va pas chercher les causes du retrait gonflement. Et donc le triptyque, c'est l'argile est argileuse, c'est le retrait gonflement, les fondations superficielles ne sont pas adaptées à l'argile, il n'y a pas assez d'encastrement, ou il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Et donc, ça se finit par la rigidification de l'infrastructure avec des micropieux ou avec d'autres solutions. Et c'est la tendance aussi en préventif dans la loi Elan. Si vous reprenez les techniques particulières, le petit a, c'est je rigidifie, j'encastre. On reviendra sur ces deux choses-là. Parce qu'il y a des idées un peu importantes. Et puisqu'on est en train de dire ce qui fâche, on va jusqu'au bout et on va parler un peu PLU. Parce qu'il y a des injonctions contradictoires dans le PLU aujourd'hui. On vous dit qu'il faut garder les eaux, la parcelle. Comment on fait dans une argile A4, enfin F4, sur un terrain de 600 m² quand il faut qu'on se garde des eaux de toiture et qu'on est sur un terrain en pente? Moi, je ne sais pas faire. Donc, ça, c'est une photo en cours de chantier d'un sinistre à côté de Mont-de-Marsan. Il y a 6 collectifs, les uns derrière les autres, on est sur un terrain en pente. Et les deux derniers, c'est un dossier sinistre ouvert en 2000, je sais plus 2022, un truc comme ça, 2021. Et ben, on n'a toujours pas terminé le dossier et c'est toujours pas repris en sous-œuvre parce que la solution qui a été retenue, c'est reprise en sous-œuvre. Or, quand on voit ce qui s'est passé pendant le chantier, en partie centrale entre les deux bâtiments, vous avez une solution compensatoire qui récupère toutes les eaux de tout le bassin versant et on vient diffuser l'eau au milieu des deux bâtiments dans une argile A4. Et pourtant, j'ai étude de sol qui dit qu'il ne faut pas faire ça. J'ai 1 mètre d'œuvre ERD, 1 mètre d'œuvre général, on va dire, bâtiment. J'ai des gens qui sont des sachants. Et encore aujourd'hui, c'est pas avant-hier, hein, c'est après la loi Elan, ça. Hein. Et le bâtiment, ben, il bouge toujours. Alors, une autre injonction contradictoire, c'est la partie végétation que l'on a l'obligation de planter. Ça, c'est un sinistre sur un collectif du côté de Bayonne, où le chêne d'Amérique, vous voyez sur le côté là, a été planté dans les fin des années 90. Donc la taille que vous voyez là, on ne voit pas la hauteur du houppier, mais c'est un arbre qui fait déjà 20 mètres. Et donc en 20 ans, il est venu chercher l'eau sous la construction. Donc, on va juste synthétiser rapidement, parce qu'on parle du RGA, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Océane, cet après-midi, nous parlera du tassement hydromécanique. Et aussi, un autre phénomène, alors on discutera, on verra s'il y a des questions là-dessus, c'est l'augmentation de la contrainte effective avec la baisse des nappes. Il y a certaines régions, comme chez nous, ici, ou du côté Niort, où on a des matériaux compressibles, et on a avec on va dire la sécheresse et le fait qu'on ait des agriculteurs qui pompent de manière agressive, on va dire, dans les nappes, on a observé, surtout sur cette maison-là, des baisses très rapides de la nappe, et en fait, vous créez du tassement irréversible avec ces baisses de nappe. Bon, ça c'est la partie théorique, on n'y reviendra pas, on n'a pas le temps de passer, c'est juste pour synthétiser tout ça. Revenons à des choses beaucoup plus simples. Le cycle de l'eau. Parce que ce soit le risque RGA ou le risque inondation, il y a un truc qui passe complètement sous les radars, c'est le ruissellement. Dans les cartes inondation, c'est plus de 50% du risque qui n'est pas cartographié en lien avec le ruissellement. Et pour le retrait gonflement, pour moi, c'est le deuxième facteur de prédisposition, après l'argilosité. Un petit film pour l'illustrer. Alors, est-ce que je vais y arriver? Merde, pas bon. Sur espace, ça marche? Alors, non, ça ne marche pas non plus. Chef, appuie sur quoi? Là-dessus? Non. Ouais, ça marche. Donc pour moi, le boulot d'un expert et d'un géotechnicien, c'est de comprendre d'où vient l'eau.
Là, pour vous expliquer simplement ce qui se passe, vous êtes sur un terrain en pente avec une maison qui fait barrage de circulation d'eau. Donc tous les remblais qu'il y a autour, la construction, et plus on encastre, plus il y a de remblais, et plus il y a de remblais, plus il y a de pieds échaos. C'est ce que j'appelle l'effet douve. Vous avez autour des libages de fondation des remblais qui sont foisonnés, qui sont remplis de vide, qui se remplissent d'eau, l'hiver. Donc ça c'est l'effet douve. Vous allez me dire qui va chercher ce genre de choses. Il n'y a pas grand monde. Chez les experts, les techniciens, on reviendra sur l'ordre des choses et ce que l'étude géotechnique peut nous apporter. Et ensuite, c'est l'effet piscine. Alors ça, c'est un medley, on va passer vite. C'est ce qui se passe sous les constructions. Ça, si on ne l'a jamais vu, si on le cherche, d'abord, si on ne le cherche pas, on ne le trouve pas. Et puis si on ne l'a jamais vu, on ne l'imagine pas. Bon, c'est un medley. Il y en a quelques-uns, on va passer vite. Voilà. Donc, quand on fait des trous aux bons endroits. Ça peut arriver aussi par la tranchée des raccordements. Le TPC peut être vecteur de mètres cubes d'eau par la partie électrique. Et quand on a de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Ça alterne ici. Ça, c'est ce qu'on appelle une retroplace. Et après, ça se finit souvent dans des choses comme ça. Alors, c'est bon. Pour la musique, j'aurais dû baisser un peu. Pour éviter le joke, qu'on soit d'accord, dans les rapports géotechniques ou dans les rapports d'expertise, arrêtez de me dire ou d'écrire que la succion de la végétation et les arrivées d'eau accidentelles sont des facteurs aggravants. Ça, c'est un terme juridique, j'insiste, et c'est par rapport... Nous, on est experts, on ne dit pas le droit. C'est le juge qui dit le droit, ou un avocat, mais pas nous. Comment qu'on fait? On va venir, nickel. C'est bon? Comment je suis? Je suis pas mal. Donc le rôle du géotechnicien et de l'expert, c'est de chercher d'où vient l'eau. D'accord? Alors comment on fait et quel est le dézoomage qu'on peut avoir? L'idée, c'est de comprendre quelle est la zone d'influence géotechnique de l'environnement. Parce que quand vous avez une construction qui n'a pas bougé depuis 200 ans et qui se met à bouger, c'est qu'il y a quelque chose d'exogène. La descente de charge a peut-être changé, la contrainte à l'ELS du sol n'a pas changé. Il n'y a qu'un truc qui peut changer, c'est la consistance des argiles. Donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre d'où vient cette modification. Alors un petit schéma, c'est le schéma du BRGM remasterisé, on va dire, où on va identifier en fait les facteurs de prédisposition que sont l'argilosité, la pente du terrain, la présence de végétation et 3 petits points, la sécheresse. Parce que la sécheresse est un facteur de prédisposition. Si c'était un facteur sinistrant, on n'aurait pas 112 000 déclarations de sinistres en 2022. On en aurait 10 millions. On est d'accord. Donc c'est un facteur de prédisposition. Et notre but, c'est de chercher, de rechercher ces 5 facteurs sinistrants. Alors on va essayer d'en voir un certain nombre. Alors vous verrez un petit... Dans les facteurs amplifiants, j'ai fait attention de ne pas mettre aggravant, pour pas qu'on se confonde encore. C'est amplifiant les dommages. C'est ça que ça veut dire. C'est quand vous avez une structure chamallow, pas de chaînage, pas de fondation, si vous avez un mouvement de sol d'1 centimètre, le sol bouge 1 centimètre, cette construction chamallow va avoir des fissures de 5 mm. Alors qu'une structure, comme on l'a vu, comme le projet MIS tout à l'heure qu'a présenté Jean-Pierre, là, avec le standard de construction aujourd'hui, on peut tenir 1/300 de mise en porte-à-faux. Donc le standard de construction est adapté au RGA. Par contre, ce qui ne marche pas aujourd'hui, on en reviendra peut-être dans la loi Elan, c'est qu'on n'a pas compris l'ordre des choses. C'est il faut gérer d'abord l'environnement. D'accord? Donc vous les avez, les 5. Donc réseau fuyard. Alors vous avez compris que j'aime bien lancer des bombes. Réseau fuyard, qui en parle dans les normes et les DTU ou dans la loi Elan? Je ne parle pas. Réseau fuyard, pourtant dans mes stats, c'est le premier truc. Donc avant de faire l'étude de sol, on vérifie les réseaux. Première chose. Deuxième chose, drainage. Drainage sur les terrains en pente. J'ai mis conforme au DTU. Vous suivez le DTU. Bon, Virginie est là, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Si vous suivez le DTU, vous avez un sinistre. On remblait avec de l'argile, on met le drain à bubble wet, c'est-à-dire à 2,50 m de la maison.
On ne fait pas la part des choses entre le drain de pied et le drain déporté. Donc personne n'y comprend rien. Et à chaque fois qu'on arrive en expertise, en amiable judiciaire avec les confrères, c'est je lis le DTU, tu comprends quoi toi? Moi je comprends ça. Ah ben non, moi je comprends autre chose. Donc l'idée c'est de faire des textes simples aussi, hein, qu'on sorte. La succion de la végétation, je reviendrai, j'ai pas le temps de vous expliquer comment marche un arbre, mais ça pourrait le faire. L'absence de protection des remblais dont je vous ai parlé, avec justement la solution de membrane, trottoir, enrobé, on reviendra là-dessus. Et après les pièges à eau. On a un certain nombre d'habitudes de constructives, et souvent ça peut produire des sinistres. Bon, ça c'est le zoom, je repasse rapidement, parce que sinon je n'aurai pas le temps. Sébastien et Martin reviendront sur ce schéma-là. L'idée, c'est de connaître les causes du rétrogonflement. Il ne s'agit pas de constater que la maison bouge, que l'argile est argileuse. On ne s'arrête pas là. Le but, c'est d'aller un peu plus loin. Donc, quelques images pour expliquer les différentes causes. L'essentiel, si on peut revenir à quelque chose de simple, c'est de maîtriser l'environnement. Si vous maîtrisez l'environnement, vous n'avez plus de variation de teneur en eau, les argiles ne bougent plus, les fissures ne bougent plus. Et si vous êtes malin, vous pouvez même refermer les fissures. Ça en a 2 minutes, je vous montrerai ce que ça peut donner. Et le problème, c'est que pour la partie prévention sur les projets neufs, la loi Elan met petit a, rigidification, encastrement, est-ce que ça sert à quelque chose? Je pose la question. Si vous me la posez, je vous répondrai. Et B et C, on commence à parler d'environnement. Donc comme c'est B et C, c'est pas essentiel. Donc si c'est pas essentiel, c'est accessoire. Et si c'est accessoire, ça peut être aussi en travaux réservés, comme c'est souvent dans les contrats CM. Alors, les mesures horizontales de confinement des argiles. S'il y a un truc à retenir, c'est je vais me débrouiller pour confiner les argiles et pour que sur la partie verte, je n'ai pas de variation de teneur en eau. C'est pas compliqué, comme l'a dit Jean-Pierre tout à l'heure. On parle de solutions innovantes pour cette solution horizontale. Ça fait juste depuis le Moyen-Âge qu'on met en place ce genre de truc. Hein, on soit clair. Nos anciens, quand ils n'étaient pas ingénieurs, ils savaient construire. Si vous prenez tous les bâtiments, les maisons de maître qui sont protégées dans les argiles, sont protégées ainsi. Donc dans cette zone verte, on va confiner des argiles avec différents ouvrages. Et l'idée, c'est de faire un bout d'étude de risque pour dire j'ai un problème de réseau, je répare mes réseaux. J'ai un problème de pente, pas de drainage, je vais faire un drainage. Pas comme dans la loi Elan où on vous dit systématiquement il faut faire un drainage. Si vous êtes sur un terrain en plat, ça ne sert à rien. Okay. L'écran anti-racine, le 4, c'est la membrane. Et vous voyez sur la partie gauche, on déporte tous les réseaux dans une tranchée unique en mettant les eaux pluviales, les eaux usées et le collecteur drainant. Comme ça, si demain on a une fuite sur un réseau, la fuite elle n'est pas au pied des fondations. Ça fait pour réussir à faire ça, demain dans les textes et sur les chantiers, sortons les rames. Donc voilà listé en plus grand ce que je voulais vous montrer, et la suppression du piège à eau. Alors quelques illustrations de chantiers qui sont traités. Alors, chaque fois que je suis interviewé, on me dit, mais quelle est la pérennité de ces solutions-là? Et la question c'est, est-ce que vous faites que ça? Alors je ne suis pas un ayatollah, hein, qu'on soit clair. Hein. Un expert, c'est quelqu'un qui a un jeu de cartes. Donc il a ses solutions horizontales. Moi je commence par ça, hein. On commence par supprimer les causes. Et après, si j'ai besoin d'un approfondissement de fondation dans un coin, un coup d'injection de résine, enfin voilà, il ne faut pas être rigide, il faut être souple. Hein. Donc l'idée c'est, là vous avez la membrane, alors ça c'est du Made in Frankie, c'est un Delta MS en fait, qui est posé sur un géotextile, fixé mécaniquement sur une bande soline. Il y a une question qui a été posée tout à l'heure sur la largeur. Pourquoi 1,50 m? Pourquoi 1 m ou 1,50 m? Pourquoi pas 2,50 m comme c'est marqué dans les recommandations USG, CFG? On y reviendra, c'est justifié par... mon retour d'expérience, quelque part, était de 1 m à 1,50 m, a été justifié d'abord par voir ce que faisaient les anciens au Moyen-Âge, on commence par ça, et puis pour avoir testé et cassé malheureusement un certain nombre de maisons dans les années 2000 quand j'ai commencé, parce que j'ai eu la chance de travailler en direct pour un assureur qui m'a laissé carte blanche pour faire des tests. Et ça faisait partie des tests de tester les solutions de drainage. Je me suis vite rendu compte que le drain de pied, c'est un piège à eau. Donc, argile, qui dit argile, dit drain déporté forcément. Donc, drain déporté, vous avez la canalisation d'eau pluviale, parce que ça ne coûte rien de refaire 3 regards et 3 bouts de tuyaux. C'est pas ça qui coûte cher. Et donc, avec le système de bidim
et de géotextile, pardon, parce que William c'est une marque. Donc ça c'est pour 1 et 2. Les différentes sortes d'écrans anti-racines. Donc là vous avez, voilà, faut que je me dépêche. Vous avez donc l'écran béton, ça c'est l'écran classique, qui remonte jusqu'au niveau du sol. On ne remet pas de terre sur un écran anti-racine. Hein. Au contraire, on le fait sortir du sol. Là c'est un écran par voile polyester, mais il y a du PEHD aussi qui existe. Et puis la solution extrême, c'est quand on a des profondeurs de succion qui peuvent aller jusqu'à 4-5 mètres de profondeur, et que la végétation est chez le voisin, et qu'on ne veut pas lui demander de couper tous ses arbres parce qu'il y a une forêt, et bien on met des écrans en pale blanche qui peuvent descendre jusqu'à 3-4 mètres de profondeur. Et c'est assez magique ce que vous arrivez à faire. C'est la fameuse maison rouge là. J'ai fait un reportage où on arrive à refermer les fissures. On a payé 0 de reprise de fissures. Toutes les fissures sont refermées. Alors qu'on a des fissures qui faisaient plus de 2 mm d'ouverture au départ. Alors le trottoir, le coût du trottoir, 1 mètre, 1 mètre 50. La justification, Martin et Sébastien vont vous en parler. Et cette membrane périmétrique, si ça marche pour ce que j'appelle les maisons chamallows, ça c'est une maison qui a été reprise dans le nord de la France avant 2022 et qui a été instrumentée. Et on a vu que ça marchait tellement bien que pendant la sécheresse 2022, elle n'a pas bougé d'un dixième de millimètre. Et cette maison a, alors il y a 4 des 5 mesures horizontales, dont un écran anti-racine que vous voyez pour protéger des 2 grands peupliers. Et je finis par ça. Donc ça c'est une maison qui est à Camarsac, donc pas loin. J'ai oublié de dire que j'étais le régional de l'étape pour l'expertise. Donc c'est une maison qui a été construite en 2017, avant la loi Elan, mais qui a les bons gènes de la loi Elan, c'est-à-dire encastrement à 1m40, plancher sur vide sanitaire, on est sur un terrain en pente avec des rodents, donc, et puis des chaînages et des poutres échelles en libage, donc c'est super, super costaud. Et malgré tout ça, la maison est inadaptée à son environnement. Et donc elle a cassé, en 4 ans, elle a cassé 2 fois. Et la première fois, on a dépensé 50 000 € par la fenêtre. Et donc ensuite, dans 2 secondes. C'est juste pour donner et donc les travaux de mesure horizontale ont été faits fin septembre 2021, donc avant la mise en place avant la sécheresse 2022. Et pour vous donner quelques ordres de grandeur, donc on a refait tous les VRD avec un système de casier pour infiltrer les eaux parce que c'était un puisard qui se mettait en charge, donc toute l'eau redégueulée par les regards. Tranchée drainante en amont pour capter les eaux qui venaient de la tranchée des raccordements, et puis un écran anti-racine de 3600 €. Voilà. Pour vous montrer ça, ouais, une petite maquette numérique que j'ai fait faire par un partenaire. Voilà. Nickel. Voilà, nickel. Donc ça c'est une petite maison à flanc de colline avec toutes les 5 solutions horizontales mises en place. Donc vous avez en rouge les fissures de la 2e génération, c'est-à-dire que dans l'année qui a suivi le premier traitement, vous avez des fissures qui sont réapparues. En général, c'est sur le rang de brique qui est juste à côté du rang qui a été réparé. Donc on a refait entièrement le réseau d'eau pluviale qui avait déjà été vérifié, mais avec un passage caméra. Passage caméra, vous ne voyez rien. Donc avant de faire l'étude de sol, vérifier les réseaux en mettant en charge pour vérifier si vous n'avez pas des défauts de collage, des choses comme ça. Et ça, c'est jamais fait comme ça. Donc en violet, ce que vous voyez, c'est la tranchée des raccordements qui va nous ramener des mètres cubes de flotte autour de la maison. Et en bleu, vous voyez la tranchée drainante déportée que l'on a mis en place avec un système de regard, de visite. Avec les réseaux en marron là, qui pour les eaux usées. Et donc cette maison a été instrumentée en 2022, pareil. On n'a pas eu, je pourrais vous montrer les courbes, on n'a pas eu un seul mouvement de plus de 2 dixièmes de millimètre entre l'été et l'hiver. Et en vert, vous avez l'écran anti-racine parce que l'arbre, on ne pouvait pas y toucher, c'était l'arbre appartenant à la mairie. Voilà. Et avec un système de casier pour récupérer les eaux pluviales et les diffuser dans des argiles, c'était des argiles F3, enfin A3. Et bien en aval de la construction et pas en amont. Parce que ça aussi, on le voit. Le bon sens, parfois, ça vaut mieux le dire que le répéter. Nickel. Super. Donc j'ai fini. Et pour ceux qui ont engagé les paris, j'ai dépassé 4 minutes. Donc alors, la conclusion de tout ça, c'est que l'argile n'est pas une cause de sinistre. C'est juste un facteur de prédisposition. D'accord.
La succion de la végétation et les arrivées d'eau, c'est pas un facteur aggravant. S'il y a deux, trois trucs à retenir de ce que je viens de présenter, c'est juste les termes. Alors la sécheresse dans tout ça, vous allez me dire, on y reviendra peut-être dans les questions de la table ronde de cet après-midi. En fait, la sécheresse agit comme un révélateur. Dans la photo argentique, on mettait un révélateur pour faire apparaître les contrastes. Ah ben, la sécheresse agit exactement de la même manière. Ça va faire apparaître les contrastes du profil hydrique qui a été accidentellement ouvert par les 5 facteurs dont je viens de parler. Donc les mesures horizontales, je vous en ai déjà parlé, et qu'on soit clair, ces solutions horizontales sont à compléter éventuellement avec des solutions verticales classiques. Et la dernière question, c'est la prévention. Ben, quand est-ce qu'on commence, hein, parce qu'aujourd'hui, Sophie a commencé à en parler, on a des PPR. Il faut garder quand même des chiffres au niveau de la prévention. Aujourd'hui, on en est quand même au Moyen-Âge de la prévention, pas plus. Il y a 14 000 communes qui ont connu au moins un arrêté CatNat. Sur ces 14 000 communes, il y en a 2 000 qui ont approuvé le PPR depuis 2001-2004, les premiers PPR. Depuis la loi Elan, marche arrière. On est passé de 2000 à 1500 PPR approuvés, parce qu'il y a quelqu'un d'intelligent qui a dit c'est la loi Elan. Dans le PPR, il y a le titre 2 qui concerne les maisons neuves. Bon, allez, on va supprimer le PPR sur plein de communes. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge pour la partie prévention. Bon, puis si vous voulez en savoir un petit peu plus, j'ai écrit un petit bouquin, un petit moment, là-dessus, sur ce sujet. Donc, 2014, c'est pas d'hier. Et donc, tout ça pour dire que ces solutions qu'on dit innovantes avec les mesures horizontales, il y en a quelques-uns, ça fait longtemps qu'ils ont mis ça à exécution. Merci.